Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 5 décembre. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Monacophile 2024. Le rendez-vous des passionnés de timbre a ouvert ses portes ce matin et pour la première fois au One Monte Carlo, les raretés et les nouveautés dans ce journal. Retour sur la défaite de la Roca Team sur son parquet hier au soir face à l'Olympiakos 80-89. À l'approche du dernier Grand Prix de la saison ce dimanche à Abu Dhabi, avec nous le grand reporter de l'équipe Eric Bilderman. Il nous parlera de la saison écoulée et des grands enjeux de l'année prochaine. La présentation du Mentors Club, un nouveau réseau dont le but est de mettre en relation des jeunes en quête de conseils avec des personnalités de Monaco. Paesine et la nouvelle exposition de la Villa Paloma. Elle ouvrira ses portes vendredi avec une cinquantaine d'œuvres variées de l'artiste portugais Francisco Tropa. La pièce Moby Dick se joue en ce moment au Théâtre des Muses. Vous découvrirez comment ce roman a été adapté sur scène. Et enfin, coup de projecteur sur le Club international des Amis des Chiens Guides d'Aveugles de Monaco qui œuvre dans la recherche de financement pour cet animal de compagnie indispensable pour certaines personnes. Mais avant de développer ces titres, parmi les projets de loi adoptés hier au soir au Conseil national, il y avait celui visant à établir un cadre juridique et éthique aux stagiaires en milieu professionnel avec par exemple la durée des stages qui sera strictement limitée pour éviter toute dérive et empêcher que le stage ne remplace un emploi permanent. Tous les stages de plus de 2 mois donneront également droit à une rémunération dont le montant devra être convenu par les parties à travers la convention de stage avec un montant minimum équivalent à 27% du SMIG. Cette loi s'appliquera aux étudiants préparant des diplômes d'enseignement supérieur et réalisant des stages dans des organismes privés et des établissements publics. Le comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption s'est réuni aujourd'hui dans sa formation plénière sous la présidence du ministre d'État. L'ensemble des autorités compétentes, le Conseil national et les représentants du secteur privé étaient présents pour faire un point de situation après le placement de la principauté par le GAFI sous surveillance renforcée, dit liste grise. Cette réunion a permis de faire le point avant la réunion du comité Monéval du 10 décembre à Strasbourg, l'objectif final étant de sortir de la liste grise du GAFI. L'exposition philatélique Monacophile 2024 vient d'ouvrir ses portes au One Monte Carlo ce jeudi matin et ce jusqu'à samedi. Pour découvrir cette édition internationale, avec nous, la directrice de l'Office des émissions de Timbre-Poste, Lara Terlizzi-Enza. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Une nouvelle édition Monacophile, comme je viens de le dire, mais cette année, une particularité, c'est dans un nouvel écrin. Tout à fait. On a innové en déplaçant une partie de l'événement au centre de conférence du One Monte Carlo, donc un nouvel écrin beaucoup plus prestigieux qui donne une dimension tout à fait nouvelle à l'événement. La partie exposition des raretés philatéliques est maintenue au musée des timbres et des monnaies. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que l'on peut découvrir d'ailleurs dans cette exposition ? Alors beaucoup de choses. C'est une exposition très intéressante et très variée qui couvre différents domaines de la philatélie. Vous avez bien entendu une partie exposition commerciale avec la présence de négociants internationaux, d'administration postale, de maisons de vente aux enchères. Vous avez l'exposition thématique qui est axée cette année sur la philatélie, l'histoire postale de l'Extrême-Orient. Et puis une exposition de 12 raretés les plus rares au monde, 12 raretés philatéliques, dont une pièce appartenant à Sa Majesté le roi Charles III. Et bien entendu, la vente de produits philatéliques par l'Office des timbres. En quoi ces expositions, parce qu'il y en a plusieurs, sont rares au point comme ça de faire déplacer des spécialistes et des passionnés de timbres ? Alors Monacophile s'inscrit depuis des années dans l'histoire de la philatélie mondiale comme une exposition très très haut de gamme et très prestigieuse avec des collections, des raretés philatéliques parmi les plus rares au monde et la présence des plus grandes maisons de vente aux enchères présentes. Justement, qui sont les personnes qui exposent et les personnes qui viennent voir cette exposition? D'où viennent-ils en règle générale? C'est vraiment international? Alors ce sont des personnes qui viennent de tous les horizons, donc une clientèle internationale, avec vraiment des collectionneurs de Monaco, de France, mais également beaucoup d'étrangers qui viennent enrichir leur collection, mais également admirer les expositions thématiques, les raretés mondiales. Il y a l'exposition, mais il y a aussi des conférences, hein?
Oui, exactement. Durant ces 3 jours, des conférences seront données toute la journée, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi soir, au centre de conférences du One Monte Carlo. Ce sont des conférences, des interventions qui sont effectuées par des spécialistes de la philatélie de renommée internationale. Sans oublier les artistes qui ont dessiné ou gravé les timbres, ils seront présents aussi. Bien entendu, et je tiens à les remercier, donc les artistes qui dessinent et gravent les timbres de Monaco, qui sont là donc pour montrer leur travail, et également signer des feuilles de timbre, des enveloppes premier jour, avec une démonstration de gravure également. D'accord. Et l'Office des timbres de monnaie met en vente 2 émissions anticipées du programme 2025, c'est-à-dire ? Nous sortons aujourd'hui 2 timbres qui appartiennent au programme 2025. Il s'agit donc du bloc Monacophile 2024, mais qui appartient au programme 2025. Et également un timbre sur l'année sainte, puisque l'année prochaine, c'est l'année, enfin le pape a décrété année sainte, jubilé 2025. Et il y aura également 3 produits exclusifs édités en série limitée. Expliquez-moi ça. Exactement, exactement. Nous avons édité 3 coffrets, 3 encarts en série limitée, donc des produits de collection. Un coffret qui contient une affiche réalisée en taille douce, donc c'est-à-dire gravée, sur la thématique donc, de Charles Quint, puisque cette année nous commémorons le 500e anniversaire de l'alliance avec Charles Quint. Un autre encart donc, sur la thématique Année Sainte, avec un feuillet non perforé, un feuillet numéroté à 2500 exemplaires. Et puis un encart coffret avec le bloc Monacophile 2024, numéroté également. Monacophile 2024 de ce jeudi jusqu'à samedi. Lara Terlizzi-Enza, merci. Merci Fabien, bonne soirée. Et toujours dans le cadre de Monacophile, on retrouve Christinda Petit qui était sur place lors de la visite princière pour lancer cette nouvelle édition du Monacophile. Regardez ce reportage sur des images de Camille Caloni. C'est un événement toujours très attendu par les philatélistes en principauté. Jusqu'à samedi, les collectionneurs de timbres venus du monde entier se retrouveront pour l'édition 2024 de Monacophile au One Monte Carlo, comme Patrick Mercier, collectionneur depuis plus de 30 ans et qui a quitté son Loiret natal pour prendre la route direction Monaco afin de participer à cette exposition de prestige pour la 3e fois de sa vie. Je collectionne Monaco, j'ai déjà une très belle collection de Monaco en fait, où il me manque un seul timbre de Monaco et je recherche surtout tout ce qui sort de l'ordinaire, donc des essais, des noms dentelés, etc., des variétés, vraiment tout ce qui sort de l'ordinaire de Monaco, quoi. À quelques pas de là, nous nous rendons au stand de l'Office des timbres de Monaco qui ne désemplit pas et qui propose 2 émissions du programme philatélique 2025, le bloc Monacophile 2024 et le timbre mettant à l'honneur l'année sainte 2025. 3 encarts exclusifs en édition limitée qui s'arrachent comme des petits pains. On attendait du monde, mais là, franchement, oui, énormément. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Les encarts. Les encarts sont très demandés. Beaucoup de ventes de timbres concernant déjà Charles Quint et le timbre de la Princesse Grace. Mais n'oublions pas que le timbre est à la pointe de l'art, c'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de ceux qui leur donnent vie, les artistes, car n'oublions pas que ce sont eux qui leur confèrent une dimension unique. Depuis 20 ans, Sarah Lazaveric dessine des timbres pour la principauté, comme celui qu'elle a réalisé de John Kelly à l'occasion de la commémoration de son obtention de sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Nombreux sont ceux qui souhaitaient un autographe de la jeune femme, car créer un timbre est comme donner vie à une œuvre d'art, avec quelques subtilités toutefois. Comme faire un tableau pour ce qui concerne la composition, le travail d'équilibre de la composition dans son ensemble. Et puis après, il y a un travail spécifique de lisibilité puisque c'est un format qui est petit, donc il faut quand même que les éléments soient lisibles. Peut-être une sorte de simplification par rapport à un tableau qui serait plus grand, puisque aussi le format l'impose. Et après, par contre, il y a tout le travail aussi de gravure, de dessin des lignes pour la gravure, qui est très complexe et qui, là, par contre, demande beaucoup de précision. Donc, il faut qu'il y ait une complexité et voilà, et aussi une complexité du fait de devoir rendre une image qui est en couleur, avec des lumières, avec des ombres et des contrastes, uniquement avec du noir, une seule ligne, qui va être une ligne, puis une ligne croisée, des points, etc., qui vont rendre toute la complexité d'une image.
Pour les amoureux des timbres, Monacophile vous accueille de 10h à 18h jusqu'à samedi au One Monte Carlo, mais aussi au Musée des timbres et des monnaies qui, lui, exposera les 100 raretés philatéliques mondiales. 2 sites donc d'exposition cette année. Ouvrons une page sport avec l'affiche de la 13e journée d'Euroleague mercredi soir à Gaston-Médecin. Monaco-Olympiakos, un match de très haut niveau remporté finalement par les Grecs 89-80. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Hélion. L'Olympiakos est en train de devenir la bête noire de la Roca Team après avoir éliminé Monaco au match 5 des quarts de finale de play-off en 2022, puis en demi-finale du Final Four l'année suivante. Le club du Pirée a gâché la première de Spanoulis à Gaston-Médecin avec une victoire décrochée dans le 4e quart-temps au terme d'un match de très haut niveau. En première mi-temps, Evan Fournier est chaud d'entrée, mais Monaco déroule son basket version Spanoulis. Une bonne circulation du ballon, 18 passes décisives à la mi-temps, dont 8 déjà pour Mike James. Papagiannis est impactant près du cercle avec 11 points et 7 rebonds. À la pause, l'Olympiakos est devant de 2 points, 47-45. Dans le sillage d'un grand Alpha Diallo, 21 points, Monaco est dans le coup jusqu'à la moitié du 4e quart-temps. Puis Makisic, 18 points, toujours performant contre la Roca Team, rentre un gros tir longue distance. Les Grecs sortent les barbelés en défense et Vezenkov tue le suspense d'un tir clutch à 3 points. 89-80, la Roca Team n'a pas démérité, loin de là, mais s'incline face à un des favoris de l'Euroleague. We knew Olympiakos what kind of game they can play. They made some easy, let's say, free shots from the three. I mean, especially the second half, they made some tough ones. As you said, I mean, it was really close until the end. I mean, we have to make some adjustments to our mistakes for the next game. But you know, we're gonna see the bad and the good because we had some good moments as well, and we have to improve on these moments as well. Et Monaco retrouvera Gaston-Médecin dès vendredi soir avec la réception de l'Alba Berlin, mal en point et 17e d'Euroleague. Une rencontre qui se jouera donc vendredi à 19h. En F1, ce dimanche, le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, avec la magnifique nouvelle dont on a déjà parlé hier. Les 2 frères Leclerc, Charles et Arthur, seront dans la même écurie le temps des essais libres de vendredi avec la Scuderia. Carlos Sainz récupérera son baquet pour le reste du week-end. Verstappen a déjà remporté ce championnat, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire sur cette saison et la suivante qui se prépare. Avec nous, un spécialiste, grand reporter à l'équipe. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Eric Bilderman, bonsoir. Bonsoir. Je viens de parler des frères Leclerc et ce beau symbole, mais la saison de F1 n'est pas terminée, il reste encore un Grand Prix. Et même s'il y a encore le titre constructeur qui se joue, on peut déjà faire une sorte de bilan avec une saison qui a été plus intéressante qu'on n'imaginait en début de championnat, avec du suspense sur la deuxième partie. Oui, ça a été une saison fantastique. La deuxième partie a vu 4 écuries se battre régulièrement pour la victoire. Il y avait à la fois le suspense pour le titre de pilote, puisque Max Verstappen, à mi-saison, a vu sa Red Bull être dépassée en termes de performance par les McLaren, puis par les Ferrari, et les Mercedes n'étaient pas très loin. Et derrière cette bataille de titans entre lui et Lando Norris, aujourd'hui, il reste encore un titre. Et ça montre justement la qualité de cette saison, puisque le titre constructeur va se jouer entre McLaren et Ferrari à Abu Dhabi ce week-end. Oui, puis en plus à Abu Dhabi, là, effectivement, ce dimanche, se joue aussi la place de 2e et 3e entre Leclerc et Norris. Ça risque d'être un Grand Prix, même si on connaît le vainqueur Verstappen de cette saison, ça risque d'être un Grand Prix hyper intéressant. Oui, le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est toujours un Grand Prix festif. Pourquoi? Parce que c'est le dernier Grand Prix de la saison, il a lieu de nuit, c'est un circuit magnifique, il y a une marina au milieu, il y a des éclairages, des lumières fabuleuses. Il y a quelque chose qui rend les suiveurs de la Formule 1, les pilotes et tout l'encadrement, je dirais, dans une forme de soulagement, parce que la saison est longue, elle est très longue, elle est trop longue. 24 Grands Prix, dont les 3 derniers enchaînés, où vous passez de la zone américaine au Qatar et à Abu Dhabi, vous avez donc ces 3 Grands Prix qui se suivent. C'est d'une violence physique et en termes de concentration pour les pilotes, mais pour tous les suiveurs, et je pense en plus, et peut-être plus particulièrement aux mécanos, qui fait que quand on y est, voilà, il y a une forme de plaisir, de décontraction, et juste après la fin du dernier Grand Prix,
tout le monde débouche le champagne, les bières, c'est très sympa. Ouais, il était temps que ça se termine. Et l'info de dimanche dernier, à l'issue de la course, Esteban Ocon qui ne sera pas dans son baquet justement chez Alpine pour le dernier Grand Prix. Vous analysez ça comment? C'est violent. C'est violent de la part d'Alpine. Oui, c'est pas une décision bipartite, c'est Alpine qui a décidé ça? C'est violent de la part du patron, du conseiller spécial de l'écurie Alpine. C'est donc de la part de Flavio Briatore qui, lui, place son pilote Jack Doohan, celui qu'il a pour le moment signé pour la saison 2025, pour qu'il puisse avoir un Grand Prix, qu'il puisse être jugé in vivo par l'écurie sur son vrai potentiel pour 2025, tout en sachant que Flavio Briatore, qui est l'homme qui, par l'intermédiaire d'une agence de management, tient le contrat de Jack Doohan, tient également le contrat de Paul Aron. Paul Aron, c'est un jeune pilote de Formule 2 qui vient de signer chez Alpine comme pilote réserve pour la saison 2025. On peut effectivement supposer que si ça ne se passait pas bien pour Jack Doohan, la carte Paul Aron pourrait être activée par Flavio Briatore. Donc la volonté de Briatore, c'était de faire table rase quelque part de la qualité de la relation professionnelle avec Esteban Ocon, de le squeezer sur le dernier Grand Prix en prétextant de le libérer plus tôt que prévu pour aller rouler dès le début de la semaine prochaine avec sa future écurie, avec Haas, et non pas de devoir attendre le 31 décembre. Mais en gentleman agreement logique, on aurait dû laisser Esteban finir sa saison et le libérer dès le lendemain pour bons et loyaux services. C'est quand même un garçon qui a rapporté un titre, une victoire en Hongrie pour Alpine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et comment vous la voyez justement cette prochaine saison? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? La saison 2025 va être excitante. Elle va être excitante parce que Lewis Hamilton arrive chez Ferrari. Elle est d'autant plus excitante que pour un monégasque, c'est de voir que la confrontation qui va avoir lieu entre le pilote de la Principauté et le septuple champion du monde. Les premiers Grands Prix vont être décisifs. Si Lewis Hamilton retrouve son vrai potentiel qu'il ne montre pas depuis quelques mois, eh bien, la bagarre va être terrible pour savoir celui qui prend la main dans l'écurie. Si Lewis Hamilton ne donne pas dans les premiers Grands Prix satisfaction, ou en tout cas n'est pas devant et largement devant Charles Leclerc, eh bien quelque part ça conforterait le pilote monégasque. Donc le principal attrait pour nous Français, pour nous monégasques, c'est effectivement de suivre cette aventure chez Ferrari. Mais au-delà de ça, on va voir si Max Verstappen peut conserver son titre avec une voiture qui cette année n'a pas été véritablement en fin de saison au niveau des meilleurs, et si Lando Norris va apprendre de ses erreurs, si Oscar Piastri, qui est le coéquipier du même niveau que Lando Norris, va accepter d'être le pilote numéro 2 de cette écurie, ou si au contraire la bataille va être terrible chez eux. Donc autant d'éléments qui font que cette saison 2025, la dernière avec la réglementation actuelle, va être fantastique. En attendant, Abu Dhabi ce dimanche. Merci Eric Bilderman. Merci à vous. Un nouveau réseau se crée à Monaco, celui du Mentors Club, une idée mise en forme par quelques élèves du lycée Albert Ier. Le but est de mettre en relation des jeunes en quête de conseils avec des personnalités de Monaco au parcours inspirant. La première rencontre pour lancer le projet a eu lieu ce mercredi. Reportage d'Alban Gingembre et Loïc Marage. Vos rêves, vos ambitions, n'importe quelle que soit leur taille ou leur nature, il faut les poursuivre. S'autoriser à rêver, se fixer des objectifs, s'entourer d'une bonne équipe, ce sont tant de conseils que ce groupe de mentors va pouvoir transmettre à la jeunesse monégasque. Le Mentors Club va permettre à des adolescents d'être mis en relation avec des personnes actives. À l'origine de cette idée, Alexandrine, lycéenne en pleine réflexion sur son avenir. On nous pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. Et je pense qu'on n'est pas encore totalement adulte, donc on ne sait pas encore. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui nous passionnent. Et justement, il faudrait peut-être avoir le déclic. Et ces mentors vont nous aider à avoir ce déclic-là. Et c'est pour ça que je voulais donner aux jeunes le plus de domaines possible pour qu'ils puissent découvrir le plus de métiers possible. Pour moi, un mentor, ça transmet tout ce qu'il sait qu'un lycéen ne sait pas. Il peut lui expliquer quel type d'études faire, quel type de stage faire, quel type de job faire. C'est vraiment, en fait, c'est aussi, chaque mentor a quelque chose de différent à donner et à procurer à un adolescent. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant d'avoir des gens de tellement de domaines différents, avec des états d'esprit différents.
Médecins, avocats, sportifs, chefs d'entreprise, le club regroupe 30 mentors de tous secteurs. Lorenzo a fondé une société qui travaille avec des athlètes et il dirige une société de gestion de fortune. Il fait partie de ce nouveau réseau. La vraie différence que l'on a vis-à-vis d'un lycée aujourd'hui, c'est 15, 20, 30 ans d'expérience en plus. Donc les partager au maximum, et c'est aussi peut-être d'utiliser un petit peu aussi certains contacts pour essayer d'aider aussi dans des choix de parcours. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter, je pense, à prendre des initiatives, passer à l'action, contacter les gens, ne pas avoir peur d'avoir un non, d'avoir un échec. Ça fait partie du process, et c'est comme ça qu'on arrive à terme à une carrière, je pense, réussie. Seuls 30 jeunes seront retenus pour faire partie du Mentors Club après avoir répondu à un questionnaire de motivation. Une exposition à présent à la Villa Paloma Paesine de l'artiste Francisco Tropa, une exposition monographique organisée en collaboration avec la Fondation Serralves à Porto, qui présente simultanément un autre volet de l'œuvre de Francisco Tropa. Cette exposition a été inaugurée hier en présence de la princesse Alexandra de Hanovre. Coup de projecteur sur Paesine, qui présente des œuvres inédites de l'artiste. Reportage de Christine Dapetit et Olivier Bonello. Archéologie, ethnologie et art contemporain, le musée Paloma devient soudainement un espace différent, où l'histoire de l'art est déconstruite et où le visiteur n'aura d'autre choix que de s'en remettre à Francisco Tropa, qui le guidera, au travers de ses œuvres, à envisager une autre histoire des formes. L'espace du musée est ainsi déconstruit pour devenir ou redevenir une caverne platonicienne. Voir une œuvre d'art, c'est une rencontre. On peut aller un peu plus au-delà de la simple conception de l'œuvre d'art. On peut aller jusqu'à penser comment est-ce que va être la lumière, comment est-ce que va être la salle où va se donner cette rencontre. Et donc ça me plaît, ça fait partie, je pense, aussi parfois du travail des artistes, de penser comment ça va être ce moment. Paesine, une exposition rétrospective, une vision globale de l'évolution du travail de l'artiste dans le temps, un panorama que Francisco Tropa développe depuis près de 30 ans. Je vois que notre histoire, dans notre histoire, surtout l'histoire de l'art, il y a vraiment, si on regarde vers les origines, je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de pistes, soi-disant. Et donc ça m'intéresse à cause de ça, parce que je pense que c'est dans l'origine des choses qu'on trouve une certaine pureté. Et ça m'intéresse aussi dans mon travail d'aller chercher ce genre d'idées pour pouvoir les retravailler. Représentation, trompe-l'œil, un décor de roche, d'eau et de lumière. L'artiste aime développer une pensée analogique du minéral et de l'organique, du naturel et de l'artificiel, pour revenir au temps des curiosités à l'époque où les musées n'existaient pas encore. Exposition à découvrir à la Villa Paloma de ce vendredi jusqu'au 21 avril. Le Théâtre des Muses propose une pièce tirée d'un chef-d'œuvre de la littérature anglaise, Moby Dick, sera à l'affiche dès ce soir et ce pour 2 semaines. Plus de détails avec Christine Dapetit et Alex Avial. Moby Dick, une nouvelle création de la compagnie Les Vagabonds qui vous embarquera au cœur des océans et de la folie humaine. Pour ceux qui ne connaissent pas la trame de ce chef-d'œuvre issu de la littérature britannique, Moby Dick raconte l'histoire d'une obsession, celle du capitaine Achab qui, assoiffé de vengeance, poursuit sans relâche à bord de son navire un énorme cachalot blanc qui, par le passé, lui aurait arraché la jambe. C'est une pièce qui m'avait beaucoup marqué, enfin ce livre d'ailleurs, c'est un roman à la base, qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu il y a quelques années, j'étais plus jeune, j'étais au collège. Et récemment, on m'avait dit qu'il étudiait au collège, mais que les élèves avaient un petit peu du mal à accrocher. Et donc je l'ai relu, avec cette vision. Et quand je l'ai relu, je me suis dit non, c'est parce qu'il n'est pas pris du bon côté. Donc sur le plateau, il pourrait être magnifique pour tous les gens qui viendraient voir le spectacle. Il pourrait être un peu plus abordable, parce que c'est un bouquin qui est quand même très long, il fait 900 pages. Et nous, on s'est dit, on va concentrer l'intrigue en 1h30. Dans ce récit captivant, drôle et rempli d'une étrange sagesse, le spectateur sera confronté aux grandes questions de l'existence humaine. Les messages de Moby Dick, ils sont multiples, il y en a plein. C'est
c'est plein d'énigmes. On ne sait même pas trop ce qu'il a voulu dire. Nous, ce qu'on a voulu vraiment, on a voulu se concentrer sur deux points, en gros, qui est la vengeance d'Akab. Pourquoi est-ce qu'il veut se venger à ce point-là et où est-ce que ça va le mener? Et l'autre point, c'est aussi le rapport à l'écologie. Parce que Moby Dick, elle représente la nature, et Akab, il représente l'homme et le progrès. Tout ce qui peut faire que on va droit dans le mur. Cette chasse à la baleine, c'est aussi pour montrer que finalement, ça n'a pas trop de sens de se combattre à la nature, qu'elle finit toujours par l'emporter, et puis surtout qu'elle peut nous mener à notre propre perte. Moby Dick nous plonge dans nos peurs les plus profondes et nous rappelle le mythe de la baleine blanche, une pièce intergénérationnelle qui s'adresse à tout public et qui sera jouée à 20h vendredi et samedi soir et à 16h30 dimanche après-midi. Et pour ceux qui l'auraient loupé, Moby Dick revient le week-end suivant, même jour, même horaire. Cette pièce est aussi l'occasion pour notre journaliste de questionner la maîtresse des lieux, Anthea Sonio. Moby Dick est jouée certes pour les spectateurs, mais elle est aussi un hommage à Paul Watson. Je vous propose de l'écouter. C'est le rôle d'un théâtre, en fait, de regarder la vie aujourd'hui et d'essayer de trouver des points de référence dans le passé et d'éclairer, grâce au texte d'hier, ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, en l'occurrence, on s'aperçoit que ce qui se passe là avec Paul Watson, c'est complètement hallucinant par rapport à l'histoire de Moby Dick. Parce que l'histoire de Moby Dick, c'est l'histoire d'un capitaine qui poursuit avec une frêle embarcation un cachalot qui a dévoré sa jambe. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que celui qui, avec sa frêle embarcation, se met devant les baleiniers pour défendre les baleines, finalement, c'est lui qu'on poursuit et qu'on enferme. Et plus que jamais, ce spectacle est là pour nous rappeler combien nous avons tous le devoir de tout faire pour préserver les océans et la nature. Sans transition, coup d'œil sur le Club international des amis des chiens guides d'aveugles de Monaco qui œuvre dans la recherche de financement pour les chiens guides, des compagnons essentiels dans la vie de leurs propriétaires. Alban Gingembre et Lionel Bernardi sont allés à la rencontre de Léana qui a bénéficié d'un chien guide grâce à l'association. Voyez le reportage. Plus qu'un guide, le chien est un véritable compagnon de vie pour son propriétaire malvoyant. Léana avance avec Swing depuis presque 2 ans. L'animal a tout changé dans son quotidien. Grâce à elle, je me déplace en autonomie, je vais à la fac tous les jours, elle m'accompagne dans tous mes déplacements. Et grâce à elle, l'année prochaine, je vais pouvoir réaliser mon rêve, c'est-à-dire monter à Paris pour faire des études de kiné. C'est la Fondation Gaïane qui a formé le chien de Léana. Un travail quotidien pendant 2 ans pour éduquer l'animal. Il est placé dans une famille d'accueil qui va sociabiliser le chien, c'est-à-dire l'amener en ville, l'amener dans des lieux publics les plus diverses. Et puis au bout d'1 an, eh bien, le chien rentre dans notre fondation, dans notre école. Et là, ce sont des professionnels, des éducateurs de chiens guides qui pendant 6 mois vont lui apprendre son métier de chien guide. Mais aussi c'est un aimant social, c'est-à-dire il va permettre à l'enfant ou à l'adulte eh bien, de favoriser la rencontre à l'autre. Et c'est indispensable du fait que nous sommes privés d'images, nous sommes parfois eh bien, un petit peu dans l'isolement. Eh bien, le chien nous permet d'aller vers les autres et d'exister. C'est grâce au Club international des amis des chiens guides d'aveugles de Monaco que Léana a pu bénéficier de son compagnon. L'association œuvre dans la recherche de financement pour les chiens guides d'aveugles. La principauté est particulièrement généreuse et adaptée aux personnes et elle est très consciente des situations et c'est l'année particulière pour Monaco de l'inclusion du handicap. Et pour cela, on fait des réunions où ils essayent de pallier aux inconvénients que personne n'a vu peut-être. L'association s'évertue aussi à démocratiser de nouveaux matériels éducatifs pour permettre aux personnes malvoyantes de bénéficier d'activités ludiques. Le reste de l'actualité en bref, le souverain a remis mercredi soir au Yacht Club des diplômes à des étudiants qui ont participé à un stage d'aventure Outward Band. Outward Band Monaco est une association caritative fondée en 2004. La 54e édition de la Kermesse œcuménique se déroulera ce samedi de 10h à 18h sous le chapiteau de Fontvieille. L'objectif, récolter des fonds au bénéfice des bonnes œuvres des paroisses de la Principauté de Monaco. L'occasion aussi d'effectuer quelques achats de Noël de façon solidaire, sans oublier le temps fort de cette journée caritative, la traditionnelle tombola avec de nombreux lots à gagner.
Le consulat général de Monaco à New York a organisé ce mercredi une réception en partenariat avec la Princess Grace Foundation USA pour célébrer les fêtes de fin d'année. L'événement s'est déroulé dans les locaux du consulat situés sur la 46e avenue en présence d'une centaine de convives. Et à quelques pas du consulat monégasque s'est déroulée la traditionnelle illumination du sapin de Noël du Rockefeller Center. Et en voici quelques images. Passons à la météo avec Alban Gingembre. Bonsoir Alban, nous nous approchons petit à petit de l'hiver. Quel temps fera-t-il vendredi ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. La météo se maintient en principauté demain, un temps frais légèrement voilé le matin qui se dégagera l'après-midi pour laisser place à un ciel clair ensoleillé. Les températures oscilleront entre 9 degrés le matin et jusqu'à 14 degrés l'après-midi. Et ce vendredi 6 décembre, nous fêterons la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui est une des origines du Père Noël, mais c'est aussi, et c'est moins connu, à l'instar de la fête de la Sainte-Catherine pour les vieilles filles, la Saint-Nicolas est la fête des vieux garçons. Les photos de fin de journal de Mélanie Biancheri sont consacrées à l'inauguration de Mare Terra, l'extension en mer célébrée hier au soir avec un feu d'artifice et un spectacle de drone. Vous retrouverez Sarah Nkari à la présentation vendredi à 19 h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.